Alors, l'objet un petit peu de cette conférence qu'on a décidé de manière très impulsive suite aux événements de ce dernier vendredi à Paris, c'est de passer un petit peu, la première étape, ça a été, je dirais, le choc devant l'horreur de ce qu'on a vu, le deuil, la tristesse, l'incompréhension, enfin on est passé par plein d'émotions très difficiles. Et maintenant, je pense que peut-être qu'il est temps de passer à une analyse un petit peu plus cognitive, de passer de l'affectif au cognitif du phénomène, et d'avoir un regard un peu plus distancié sur ce qui s'est passé. Et donc j'ai demandé au général Messetti de nous aider dans cette démarche, puisqu'il a travaillé donc au sein de l'armée de terre, et donc ce sont des phénomènes qu'il a côtoyés durant des années. L'objet donc c'est de vraiment avoir ce regard distancié, et ensuite on aura des questions, réponses, et c'est vraiment un échange pour nous aider à essayer de comprendre ce monde qui nous entoure, qui devient de plus en plus difficile et de plus en plus complexe pour nous. Voilà, donc je passe la parole à M. Messetti. Merci, je voudrais, avant de commencer mon propos, remercier la directrice d'avoir eu l'initiative de faire cette séance. Je vous propose de la conduire de la façon suivante. Dans un premier temps, à partir du sujet qui est inscrit sur la diapositive, je vais essayer de vous décortiquer un peu toutes les notions qui sont un peu difficiles à comprendre, les notions d'éthique et d'esprit de défense. Ce sont des notions qui ne sont pas très usuelles dans notre société aujourd'hui. Et j'utiliserai pour essayer de décortiquer et de comprendre ces notions qui vont nous amener rapidement sur ce qu'on a vécu, sur ce que la société vit aujourd'hui, de vous amener à ces notions à travers une mise en perspective historique. Et ensuite, je vous proposerai de nous interroger, de m'interroger sur quel est le sens de ces mots, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, comment nous, dans nos sociétés occidentales, démocratiques, qui reposons sur un certain nombre de valeurs, on peut se préparer à ce genre de situation. C'est un petit peu relier les deux termes qui peuvent paraître un peu durs sur éthique. Qu'est-ce que c'est que l'éthique? Pourquoi il y a ce mot éthique dans ce système-là? Et qu'est-ce qui se cache derrière le mot esprit de défense? Ce sont des notions dont vous n'avez pas l'habitude, que vous n'avez pas l'habitude de manipuler. Donc on va essayer de voir ensemble, et je le ferai, comme je vous l'ai dit, à travers une perspective historique. Alors, dans un premier temps, j'aime bien commencer par un nuage, c'est un peu à la mode, c'est du réseau social, c'est-à-dire que quand vous fermez les yeux, je vous demande à la limite de faire l'exercice, quand vous réfléchissez à éthique et esprit de défense, fermez les yeux, je ne vous demande pas de le faire, fermez les yeux et rassemblez tous les mots qui vous viennent à l'esprit et qui ont trait à ce sujet. Et vous verrez que ce sont des mots. Alors moi j'ai fait cet exercice et j'ai rassemblé tous ces mots. C'est les mots qui passent comme ça dans la tête, économie, industrie, discipline, volonté, sens du sacrifice, esprit de défense, dépassé, peur, sens commun, sacrifice, honneur, archaïsme, contrainte, limite, patriotisme. Tout un tas de mots qui se raccrochent un peu à ces valeurs. Alors ces mots-là vont sous-tendre la démonstration. Parce que cette démonstration, elle repose sur une problématique. Quelle est la problématique que nous vivons aujourd'hui? D'abord, première problématique, c'est que dans nos sociétés, il y a un mot que tout le monde utilise, qui devient quasiment obsessionnel. C'est le mot de guerre. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot? Je vous donne déjà une première impression. D'une manière générale, l'usage de ce mot est trop abusif. On va essayer de voir comment ça peut se passer. Derrière ce mot, il y a une réalité. L'esprit de défense. Qu'est-ce qui se cache derrière cette notion d'esprit de défense? On a commencé à en parler en janvier. Janvier 2015, c'est pas très vieux. Mais on n'utilise pas ce mot pour évoquer l'esprit de défense. On utilise le mot résilience. Et le mot résilience, c'est tout simplement le vocabulaire moderne pour parler d'esprit de défense. Est-ce qu'il existe aujourd'hui dans notre société? Est-ce que
parmi vous, vous avez déjà réfléchi à ce que ça peut être comme notion. Or, on va s'apercevoir que de plus en plus, et ce sera la conclusion, qu'on a besoin de revenir sur ces notions pour traverser les épisodes que l'on a rencontrés. Alors, comme l'a dit la directrice, on va traverser ces épisodes, on va essayer de les traverser en étant armé par ce que veulent dire les mots. Et savoir la signification des mots doit nous permettre de les comprendre et de les surmonter. Alors, ce paradoxe, c'est ça. Hein? On a une exigence d'éthique, c'est la morale. Dans le monde professionnel, on va appeler ça la déontologie. La déontologie, c'est un mot qui est prégnant dans notre société. Hein. C'est des valeurs que l'on porte. Et précisément, ces valeurs-là, éthique, déontologie, elles se heurtent aux réalités, la guerre. Elles se heurtent à une notion affaiblie qui a disparu dans nos sociétés, c'est l'esprit de défense. Et maintenant, je vais essayer, on va faire un survol, on va pas s'étendre, on pourrait s'étendre, décortiquer ça plus longuement, mais je sais très bien que je ne suis pas sûr d'avoir affaire à des historiens dans la salle, mais ça sera un survol qui sera rapide, mais que peut-être je vous amènerai peut-être à le revisiter, à le réanalyser par d'autres lectures plus profondes pour vous poser dans les semaines et les mois qui viennent. Alors, partant de définition, je vous les laisse lire, après on va passer rapidement, vous savez lire, vous mesurez bien ce que peut être la définition du mot éthique, c'est sorti du dictionnaire. L'éthique, c'est une valeur morale qui est très compliquée à définir, parce qu'on peut y mettre toutes les notions derrière. Mais on va retenir que derrière ces mots, c'est un savoir-être, c'est un savoir-penser, c'est vivre, c'est une vie commune. C'est le sens qu'on donne aux mots. L'éthique, c'est un petit peu notre déontologie sur comment on apprécie les choses, comment on peut vivre en communauté. Ce qui déjà nous renvoie aux événements, aux récents événements. Je ne reviens pas sur le mot guerre. Moi, la définition que j'aime bien dans le mot guerre, c'est la friction de deux volontés. En fait, la guerre, c'est la friction de deux volontés. C'est l'opposition de deux volontés. Et cette opposition de deux volontés, elle rappelle la notion d'esprit de défense. Quelle est notre volonté à nous de nous opposer à une autre volonté? Répondre à cette question, c'est déjà un petit peu la résoudre. Est-ce que nous avons la volonté d'assumer cette friction? Voilà. Ça, c'est une question qui va se poser à vous, jeune génération. C'est vous qui allez être amenés à réaliser ce sentiment. La friction de deux volontés. Et celui qui gagne, c'est celui qui aura une volonté supérieure à l'autre. Celui qui va perdre, c'est celui qui n'aura pas la volonté de se défendre. Esprit de défense. Alors l'esprit de défense, c'est quelque chose de très très ancien. Ce qu'il faut retenir, c'est que cet esprit de défense, vous avez compris, capacité de résilience, c'est-à-dire, on va dire, c'est la capacité de nos sociétés, la capacité de notre société à faire face à une menace, quelle qu'elle soit, à la dépasser, affrontement de deux frictions, pour rester ce que l'on est. En fait, la problématique, elle est là. Ce qu'on a vécu depuis 2 jours, c'est ça. Et la réponse qu'on va devoir apporter, c'est la réponse à ce questionnement. Je ne suis pas sûr qu'on va gagner. J'en suis pas sûr. Enfin, si, j'en suis sûr. Je suis sûr qu'on va gagner, en fait. Mais, alors, je vous ai dit, j'ai revisité l'histoire, enfin, j'ai essayé, à partir de 1870, avec Olivier, on en a déjà beaucoup discuté, j'ai essayé à partir de 1870, parce qu'il fallait bien partir de quelque chose, d'essayer de caractériser ce qu'était dans notre société cette capacité à résister, l'esprit de défense. Et je l'ai découpé en tranches. Et j'ai essayé de donner à chaque tranche un mot.
Après, on peut contester, hein, on peut apporter à chacun un autre mot, une autre analyse, c'est tout à fait estimable et normal. Et vous voyez, je voudrais tout de suite revenir à la fin. 45, j'ai dit 45, fin de la guerre, à aujourd'hui, et cette capacité, cet esprit de défense, cette capacité de résister d'une société, je l'avais identifié comme un long déclin. En fait, j'ai pas eu le temps hier soir, puisque j'y ai pensé trop tard, mais en fait, on peut s'interroger de savoir si en fait on peut borner cette plage. Et je m'étais dit, si j'avais à borner cette plage, à y mettre une limite, une fin, on pourrait éventuellement la dater, mais ça c'est une question dont on pourra débattre, on pourrait éventuellement la dater en mettant 1945-2015. Peut-être qu'on pourrait rajouter une ligne, 2015, tirer 3 petits points, 2 points, le sursaut. Peut-être. Est-ce que ce qu'on vit là, est-ce que la réaction de notre société, on ne peut pas la qualifier de sursaut? Je pense que le sursaut est nécessaire. Est-il réalisable? Est-il possible? C'est vous qui répondrez à cette question. C'est pas moi. Enfin, moi, je connais la réponse. Donc voilà. Ensuite, on va essayer, une fois ce survol, de caractériser tout ça et de le synthétiser en 2, 3, 4 idées. Alors, chaque fois, j'ai illustré, je vais peut-être en choquer certains, mais tant pis, j'ai illustré cette période par ce qui me semblait caractéristique d'un état d'esprit, d'une situation, d'une mise en ambiance de la société à ce moment-là. Et j'ai fait rappel à des gens qui ont vécu plutôt de près que de loin cette période-là. Je vous passe le contexte historique. 1870, la France est envahie, la France a perdu la guerre, la Troisième République naît. Je vous fais remarquer que la Troisième République, elle naît à Sedan, elle mourra 70 ans plus tard à Sedan. Vous connaissez ça par cœur. Hein? C'est pas vrai? Si. Bon, vous me rassurez. Regardez ce que disait le maréchal Pétain le 5 juillet 1936. Le 5 juillet 1936, le maréchal Pétain, dans la société française, c'est Yannick Noah, Zidane, l'abbé Pierre, tout ça réuni. C'est le phare de la société française à cette période. Bon, après, on a vu que ça a évolué différemment, mais au moment où il dit ça, c'est le phare de la société française. Tout le monde s'est considéré comme le Dieu vivant. C'est celui qui a gagné la guerre en 17, etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'il dit? Les hommes de ma génération avaient de 14 à 16 ans, lorsque l'Alsace et la Lorraine furent arrachés au sol de la patrie comme un lambeau de chair vive. C'est fort. Nous ressentions cruellement l'humiliation de la défaite et une volonté passionnée de l'effacer porta beaucoup d'entre nous vers la carrière des armes. Pendant 40 ans, mes camarades et moi avons travaillé avec ferveur pour que les provinces perdues redeviennent françaises. Si ça, ce n'est pas de l'esprit de défense, qu'est-ce que c'est que l'esprit de défense? La société française, dans cette période, était animée par ce sentiment-là. On pourrait vous donner 50 exemples, mais je vais rapidement y passer. Création de l'école supérieure de guerre en 1882, révolution post-industrielle, la Tour Eiffel, les quais de la Joliette, tout ça, c'est un mouvement d'une société vaincue qui récupère des ressorts de dynamisme pour pouvoir ensuite affronter ce qu'on va voir suivant. Alors, cette phrase-là, elle n'est pas de la période. Mais quand vous la lisez, je vous pose une question. Existe-t-il aujourd'hui dans notre société des gens capables d'écrire ça? Je meurs pour ma patrie. Je veux une France libre et des Français heureux. Non pas une France orgueilleuse, première nation du monde, mais une France travailleuse, laborieuse et honnête. Que les Français soient heureux, voilà.
l'essentiel. Dans la vie, il faut savoir cueillir le bonheur. Pour moi, ne vous faites pas de soucis, je garde mon courage et ma belle humeur jusqu'au bout. C'est un gamin de 16 ans qui écrit ça. Il est emprisonné par la Gestapo et le lendemain, il est fusillé. Et ça, c'est une lettre qu'il écrit à ses parents. Si ce n'est pas de l'esprit de résilience, qu'est-ce que c'est? Si ce n'est pas une capacité d'une société à faire face au malheur, qu'est-ce que c'est? Il est clair que, dans cette période que j'ai choisie, il n'y aurait pas eu la victoire de 1970 s'il n'y avait pas la période 1870-1918, pardon, s'il n'y avait pas eu la période 1870-1914. Je vais vous l'expliquer par deux idées. Pendant 4 ans, c'est pour ça que je suis très en dessous de la main quand on parle de guerre. Pendant 4 ans, la société française, tous les jours, de toutes les semaines, de tous les ans, perdait 900 jeunes hommes de 18 ans par jour. 900 tués par jour pendant 4 ans. Vous voyez ce que c'est? Le 23 août 1914, la France a connu la journée la plus meurtrière de son histoire. Quand je parle de l'histoire, c'est l'histoire millénaire, c'est-à-dire de 1500 ans, hein, ce n'est pas de son histoire la semaine dernière. 23 août, 28 000 tués en une journée. 1914, 28 000 morts en une journée. Il est évident que cette société qui a supporté ces malheurs, ces traumatismes, c'est plus qu'un traumatisme, hein, mesurer cette capacité de résilience, cette situation de notre société, c'est nos grands-parents, c'est nos aïeux, c'est nos arrière-grands-parents, avec notre capacité à nous à faire face aux épreuves que nous avons connues vendredi. 900 morts par jour, pendant 4 ans. 28 000 morts en une journée. S'il n'y avait pas eu cet esprit de défense construit patiemment entre 1870 et 1914, il est clair que la société française n'aurait jamais pu supporter la boucherie de 14-18. Vous avez d'autres raisons. Non, on va faire court. Pas caricatural, mais on va faire court. L'entre-deux-guerres, qu'est-ce que c'est l'entre-deux-guerres? L'entre-deux-guerres, c'est une société qui va douter, qui s'écroule. Quand vous perdez 1 350 000 hommes, 2 millions de blessés, pour une population de 36 millions, c'est le drame absolu. La société française ne veut plus ça. C'est la der des der, c'est la fin de la guerre. On ne veut plus de cette boucherie. C'est à cette période-là que la société française est en plein doute. C'est le désarmement intellectuel. Et on le comprend. Et l'une des illustrations de cette histoire, c'est la ligne Maginot. La ligne Maginot, c'est le symbole matériel d'un état d'esprit totalement compréhensible. C'est qu'une société aussi terriblement meurtrie ne peut que se protéger et refuser la guerre. Le problème, c'est que la guerre, elle arrive. Je fais vite parce que je vais vous donner après. Et la guerre, elle arrive. Donc on est bien entre les deux guerres dans une société en doute. Et l'épisode de 39-45, elle est terrible pour la société française. Elle est terrible parce que c'est là aussi un drame. À part que vous mesurez bien que si vous faites une comparaison avec la période précédente, la société de 14, ce n'est pas la même que celle de 40. La société de 14, c'est une société armée, psychologiquement, moralement, militairement. 40, en 39, c'est une société qui sort de ce traumatisme.
et qui n'est pas prêt à affronter les réalités. Ce qui explique, et c'est une interrogation que vous pouvez avoir, comment peut-on comprendre que la France en 1918 est la première puissance mondiale, la première armée du monde, le phare de l'Occident. L'armée française, en 1920, elle intervient en Pologne. L'armée française, dans les années 20, elle déploie 150 000 hommes au Maroc. La guerre du Rif, vous vous rendez compte? Aujourd'hui, on ne peut pas déployer plus de 3 000 hommes à l'opération Barkhane. 3 000 hommes pour un pays de 66 millions d'habitants. Donc, vous voyez, et pourtant, cette nation-là, qui est la première nation du monde, la première armée du monde, elle va s'écrouler en 40. Bernanos disait 9 mois de belote, 3 semaines de course à pied. 9 mois de belote, la déclaration de la guerre 1er septembre, 1er septembre, 10 mai, ben c'était 9 mois de belote, hein, et 10 mai, 18 juin, 3 semaines de course à pied. Là, bon, mais c'est une société qui doute qui fait ça. Alors, où en sommes-nous, nous, aujourd'hui? Dans quel type de société on vit? Est-ce qu'on vit dans la société de 1870 à 1914? Ou est-ce qu'on vit dans la société de l'entre-deux-guerres? Voilà, bon, j'ai illustré un peu ça. Tout ça pour dire que, bon, ça fait toujours bien de rappeler, ça fait classe, hein. Ça pose son monde, hein. Et tout ça pour vous dire que ça, c'est écrit 400 ans avant Jésus-Christ, hein. Et c'est aujourd'hui vrai. Et vous pouvez avoir le même questionnement. Si, et ça revient au tout début, hein, la friction de deux volontés, si on n'a pas cette volonté, la citoyenneté n'existera pas. Vous pouvez avoir les murailles de la cité les plus épaisses possibles, si vous n'avez pas la volonté, les murailles de la cité, elles s'écrouleront. Et l'histoire nous le dit. L'histoire nous le dit. Alors, bien évidemment, ça a apporté des jugements cruels. Alors, cette phrase célèbre renvoie à l'autre phrase. Hein, une nation avachée qui pense qu'à son confort, qui ne veut pas d'histoire, qui ne veut pas se battre. Quelle société sommes-nous? C'est une interrogation. Aujourd'hui, mardi, 3 jours avec le drame qu'on a connu, mais enfin le drame, je vous le renvoie à 900 morts par jour pendant 4 ans. Là, c'était la guerre. Quelle société nous sommes? Est-ce que nous sommes celles des citoyens derrière les murailles, ou sommes-nous cette nation avachie dans le confort, etc. Aujourd'hui, bon, la société en sursaut, je vous la renvoie aux jeunes lycéens. Hein. Je pensais à lui quand j'ai écrit le sursaut. Je pensais à lui. Hein. N'oubliez pas que cette épreuve-là, elle a été surmontée combattue par 2% de la population. Au plus fort de la guerre, la résistance, ce n'était pas 50 000 hommes. Donc, les ressorts de la société, elles sont ténues, mais suffisamment fortes pour arriver à la fin à un sursaut. Aujourd'hui, après 1945, la guerre s'est effacée de nos mémoires, petit à petit. Vous êtes la génération européenne qui n'a jamais connu la guerre. Quand vous regardez l'histoire de l'Europe, il ne s'est jamais
passé plus de 70 ans sans guerre. Vous êtes la génération... Tant mieux, je veux dire. Hein, vous êtes la génération qui n'a pas connu la guerre. Donc, petit à petit, ça m'a fait dire que la notion d'esprit de défense, elle s'est estompée. Comme on dit aujourd'hui, elle a quitté nos radars. En revanche, des notions de déontologie, de morale, d'exigence morale, n'a jamais été aussi forte dans notre société. D'un côté, vous avez l'effacement d'une notion, et de l'autre, vous avez une notion de plus en plus prégnante dans notre société. Aujourd'hui, il va falloir revisiter cette notion d'esprit de défense, de capacité de résilience, et la conjuguer avec nos exigences d'éthique et de morale. Et on verra, peut-être ensemble, que c'est précisément parce que nous avons cette exigence d'éthique et de morale qu'on va gagner. N'oubliez jamais, et ça je vous demande de bien y réfléchir, n'oubliez jamais que dans l'histoire, les démocraties perdent toujours au début et gagnent toujours à la fin. Toujours. Les démocraties perdent au début, mais gagnent à la fin. Toujours. Ça va ? Ça va, je ne vous traumatise pas trop, là, c'est bon ? Alors, du coup, nos sociétés, dans cette période-là, eh bien, elle s'est organisée. Elle a organisé sa défense. Et là, il y a un mot qu'il faut retenir, c'est que cette défense, elle est devenue globale. En étant globale, eh bien, elle s'est diffusée dans les esprits, et en se diffusant dans les esprits, elle a disparu. Ceci dit, je vous fais observer que l'esprit de défense était un long déclin, mais pas pour autant que la France, depuis 1945, a toujours connu des conflits. 1947-1954, la guerre d'Indochine, mais c'était des affaires de spécialistes, donc tout le monde s'en foutait. Quand j'ai spécialiste armée de métier, donc ça n'intéressait pas la société. 1954-1962, la guerre d'Algérie, mais ce n'était pas une guerre, parce que l'Algérie, c'était des départements français, donc c'était les événements d'Algérie. Donc on nommait pas les choses par leur nom. 1962, aujourd'hui, l'Afghanistan, 84 soldats tués au combat en 10 ans. 84 soldats tués au combat en 10 ans, rapportés à 900 morts par jour pendant 4 ans, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Vous voyez l'effacement, comme il s'opère ? Aujourd'hui, eh bien, on revisite cette menace. N'oubliez pas que, j'aime bien citer le général de Gaulle, c'est un type assez sympa dans l'histoire de France. Je vous laisse méditer cette phrase, non mais c'était un joke, hein. Je vous laisse méditer cette phrase qui résume bien un peu tout ça, quoi. Et là aujourd'hui, c'est la question qu'on se pose. Là, aujourd'hui, c'est la question qu'on se pose. Et on s'aperçoit que, mince, on est une société désarmée. Enfin, on va voir ce que ça veut dire, société désarmée. C'est quelque chose qu'on entend. Pas si évident que ça, mais... Alors, je vais partir là. Je termine le survol. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on aurait très bien pu borner 1945-2015 et à partir de 2015 dire qu'on est en sursaut. Et on va croire, on va se dire qu'on est rentré dans une nouvelle étape qu'on pourrait qualifier de sursaut. Mais le sursaut, c'est vous qui allez d'abord, le vivre et le conduire. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas loin derrière. Alors, société désarmée, ça veut dire quoi ?
regardez ce truc-là. Dans une nation de 66 millions d'habitants, la 6e puissance du monde, etc., sa capacité à se battre, elle est là. Eh oui, il faut que vous le sachiez. Mettez des mots aux choses. Soyez clairs sur les réalités. Hein? Voilà. Ça, c'est ce que l'on a de disponible immédiatement pour faire la guerre. Bon, retenez que ce n'est pas beaucoup. Et ce que je voudrais bien vous expliquer, parce que ça, c'est fondamental, si vous le mettez en relation, on n'est pas hors sujet, hein, si vous le mettez en relation, j'aime bien si je le mets en relation avec tout ce que je vous ai dit, je voudrais bien que vous compreniez une chose. C'est que, l'outil militaire est au service du politique. Éthique, morale, déontologie. L'outil militaire est au service du politique. Et le politique va construire son outil à travers quelque chose que vous, à l'IAE, vous maîtrisez parfaitement, c'est la notion de contrat. Vous savez tous ce que c'est qu'un contrat. C'est un deal entre A et B. A, c'est l'autorité politique. B, c'est le militaire. Et l'autorité politique, il va dire « Je veux que vous soyez capable de faire ça ». Le contrat, il est là. Ça, c'est le contrat du politique à l'armée de terre. Vous avez la même planche pour la marine, mais la marine, c'est une armée un peu particulière, je passe rapidement. Et l'armée de l'air. Mais restons à l'essentiel, l'armée de terre. Ça, c'est ce que le politique demande à son armée de terre. Et regardez, ça, c'était pas vrai l'année dernière à la même époque. À la même époque, l'année dernière, la case du milieu n'existait pas. La case du milieu, elle a été mise en place après janvier 2015. Quand le pouvoir politique décide « je veux déployer sur le territoire intérieur », 10 000 hommes, c'est le contrat. Il n'a pas dit 12 000, il n'a pas dit 50 000, il a mis 10 000 parce que c'est le contrat. C'est-à-dire que le pouvoir militaire considère que les moyens que vous, la société civile, vous donnez à sa défense, doit permettre à l'outil militaire de faire ça. Je suis certain, sauf pour les élèves qui sont avec moi, vous ne connaissez pas le budget de la défense. 31,4 milliards. 31,4 milliards d'euros, c'est 2 fois moins que le budget, et tant mieux. La société consacre à l'éducation nationale, 62 milliards, et 30% de moins que la société consacre au remboursement des intérêts de la dette. Mais c'est le contrat. La société française fait cet effort de consacrer 31 milliards, mais pour remplir ce contrat, pas plus, pas moins. C'est comme ça, ça fonctionne comme ça. C'est pas... Je dis ça comme ça, ouais, ben d'accord, 10 000 hommes, oh, pourquoi pas 15 000? Non, parce que c'est comme ça. Alors, dans cette histoire, vous voyez bien que, je vous ai dit qu'il y avait un effet de ciseau. Il y avait un effet de ciseau entre l'esprit de défense qui s'efface, mais là on est dans un mouvement inverse, avec précisément cette exigence de morale, de déontologie, d'éthique, qui sont prégnantes dans les outils de défense des pays démocratiques, occidentaux, etc. Vous les retrouvez en Angleterre, en Allemagne, vous les retrouvez dans ces pays-là. Et pourquoi? J'ai essayé de vous les caractériser. Pourquoi on a cette exigence d'éthique dans les armées? Cette exigence d'éthique dans les armées, elle est le fruit de 3 leviers.
le contexte social, culturel. C'est vous. C'est vous qui fabriquez de l'exigence d'éthique et de morale. Mais ça, c'est bien, parce que c'est la culture. C'est l'évolution des gens. C'est le smooth power. C'est ça, dans nos sociétés. Et puis, c'est la juridicisation croissante de nos sociétés qui nous impacte à nous. C'est-à-dire que nos actions militaires, elles sont de plus en plus soumises, contraintes par le droit. Le droit national, mais le droit international. Ce qui pose la question de la légitimité de l'action militaire. Éthique, déontologie, morale. Nous intervenons militairement parce qu'on souhaite intervenir sous couvert d'une certaine légitimité que donne le droit international, etc., etc. Aucune opération militaire en France ne s'est faite en dehors d'une légitimité. D'ailleurs, le pouvoir politique n'intervient que s'il a cette légitimité. Autrement, vous, éthique, morale, contexte social, vous le rejetterez. Au nom de quoi, moi, je vais, ou mon pays va se battre. Pour quelle raison? Pour quel dictateur? Bon, derrière, après, vous avez les intérêts économiques, financiers, pétrole, etc. Mais on va pas complexifier la problématique, elle est déjà assez compliquée comme ça. Mais vous voyez qu'il y a tout ça. Et puis, il y a une autre notion, mais qui impacte notre métier à nous, c'est la technologie. Alors, c'est une image que j'aime dire, que j'aime proposer, c'est que là, l'évolution de la technologie aura tendance à rendre amorale la guerre, vue de notre côté. Amorale parce que on va aller, nous, vers une désincarnation du soldat. Désincarnation du soldat. Je vais vous donner un exemple que certains connaissent, mais qui me paraît assez parlant. Dans la période historique que j'ai survolée, sursaut, machin, etc., l'image du soldat était l'image mythique du héros. Le pilote de chasse, l'as, c'était un héros dans la société. Il était, aujourd'hui, il passerait à la télévision, chez Ruquier, Michel Drucker, le dimanche après-midi, etc., 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 etc. Aujourd'hui, le pilote de chasse, quand il passe à la télévision, son visage est flouté. Il est désincarné. Il n'a pas de nom. Quand vous voyez à la télévision, quand on interroge à la télévision un soldat, ils s'appellent tous Guillaume, ou Pierre, ou Paul. Mais ce n'est pas leur nom sur la bande patronymique. L'image du soldat est désincarnée. Et la technologie nous pousse vers cette désincarnation. Alors, vous allez me dire pourquoi? Mais il y a une raison très simple à cette affaire. Bon, avant de passer à la raison, du coup, le système qui est poussé par une volonté d'éthique et de morale, hein, c'est ce qu'on a défini, le système, il crée des outils dans sa formation pour former ses soldats et ses officiers. Il crée des outils de déontologie. Et à Saint-Cyr, vous avez une chaire d'éthique où l'éthique militaire est enseignée par des professeurs d'université. C'est la raison pour laquelle on parlait de mots et du sens des mots. Quand on utilise, et là on vient au sujet de ce mois, il faut faire attention aux mots qu'on peut, ou que vous pouvez, c'est mon appréciation, après on pourra en débattre. Quand vous qualifiez quelque chose de terroriste d'État, vous lui donnez une signification politique. Quand on parle, pour les gens qui ont commis ces crimes, de soldats, vous leur donnez une signification
morale qu'ils n'ont pas. Ce ne sont pas des soldats. Parce que nos soldats dans des démocraties, ce sont des gens qui répondent à une déontologie et à une éthique. Ce sont des barbares, ce sont des assassins, mais ce ne sont pas des soldats. Donc, on peut discuter, mais c'est important, le sens des mots. Ce qui fait la différence entre nous et eux. Je disais tout à l'heure que les démocraties perdent au début, mais gagnent toujours à la fin. Si on abandonne ces valeurs, on n'est pas sûr de gagner à la fin. Vous voyez? Pensez à ça. Pensez à ça. Alors, l'analyse la fragilité, parce que nous avons des fragilités. Nous avons d'immenses fragilités. D'immenses fragilités. Et ces fragilités peuvent courir à notre perte, friction de deux volontés. La plus grande fragilité de notre société, et d'un côté, tant mieux. Mais il faut être conscient de cette fragilité. Il faut l'accepter, il faut l'assumer, mais il faut la vivre en tant que fragilité. C'est dans nos sociétés le rapport à la mort. Nos sociétés aujourd'hui ne supportent pas l'idée de mort. C'est normal. La mort, c'est la catastrophe suprême dans notre société. Alors, quand vous vous battez, mais c'est ça qu'il faut voir maintenant, quand nous sommes une société dont les soldats ont peur de mourir, face à des soldats qui n'aspirent qu'à une chose, mourir en martyr, nous sommes là dans la plus grande fragilisation de notre société. Si ceux qui sont chargés de défendre les murs de la cité, pour reprendre mon historien grec, ont peur de mourir, c'est parce que vous avez peur de mourir. Parce que nos soldats, c'est vous. Eh bien, là, on est fragile. Et là, on peut perdre. Affrontement de deux volontés, friction de deux volontés. C'est la raison pour laquelle nos sociétés modernes, pour surmonter cette affaire-là, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle remplace ces soldats par des robots. C'est la désincarnation de l'image du soldat. Parce que le robot, quand il meurt, il ne va pas faire pleurer dans les familles. Et là, vous avez le discours éthique sur le drone. Hein, je ne vous fais pas de dessin, vous connaissez ça par cœur. Hein. Le pilote de chasse, aujourd'hui, c'est un être désincarné. Hier, c'était un héros. Aujourd'hui, c'est un être désincarné. Demain, c'est quelqu'un qui va disparaître. Il n'y aura plus, dans 30 ans, de pilote de chasse. Il y aura des drones, des avions non pilotés. C'est-à-dire que le jour où ils se cassent la gueule, bon, ben, ça fait de la ferraille, ben, tant pis. Ça nous coûtera 2 millions d'euros, mais tant pis, tant pis. Voilà. Et vous comprenez la société américaine vous comprenez les États-Unis qui rentrent de plus en plus dans la logique des drones, parce que quand vous vivez sur le traumatisme, alors le rapport à la mort, ils en sont aussi, le traumatisme de la guerre du Vietnam, etc., ben, c'est fini, quoi. Hein. Et nous sommes là. Alors, il va falloir réfléchir à ça. Et là, je vous demande, on est là pour réfléchir, pour vous poser des questions, pour vous questionner. C'est comme ça qu'on va vivre ça. On va vivre ça. Alors, on peut traduire ça par la fin de notre histoire. Hein, la fin de notre histoire. Et le seul moyen qui nous permet de savoir qu'on va exister demain, c'est quelque chose qu'on sait qu'on n'utilisera jamais. C'est quoi? C'est l'arme nucléaire. C'est-à-dire, le seul outil qu'on a trouvé pour notre survie, c'est précisément un outil qu'on n'utilisera jamais. C'est un paradoxe. Mais la vie est faite de paradoxes.
Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Dans cette planche, j'ai essayé de résumer tout ça pour arriver à ma conclusion. 1. L'esprit de défense, c'est un concept en construction. Je vous l'ai montré. C'est un concept qui s'est construit, qui s'est déconstruit et qui est à construire. 2015, sur ce qu'est-ce qu'on va vivre. Comment on va vivre cette notion-là. La dissuasion nucléaire, j'en ai parlé. Ce qui est important, ce que je vous demande de retenir, c'est ça. Et c'est surtout ça. L'esprit de défense, ce n'est pas l'affaire de militaire. Ce n'est pas que l'affaire du militaire. C'est votre affaire. C'est que l'esprit de défense, il va se développer, s'imprégner à l'école. L'esprit de défense, c'est nos valeurs. C'est par l'école, par la culture, par la connaissance, par le savoir, qu'on arrivera à dépasser nos contradictions, nos paradoxes, pour à la fin gagner. Les démocraties perdent au début, mais gagnent à la fin. Ça, c'est important. C'est ça qu'il ne faut pas qu'on lâche. Et je ne résiste pas à ce que j'ai trouvé, mais vous devez connaître ça. Parce que vous avez dû le lire dans les réseaux sociaux. Je vais vous le lire. La France représente tout ce que les fanatiques religieux du monde... C'est la conclusion. Tous les fanatiques religieux du monde détestent. Profiter de la vie sur Terre de plein de petites manières différentes. Une tasse de café parfumée avec un croissant au beurre. De belles femmes en robe courte qui sourient librement. L'odeur du pain chaud, une bouteille de vin partagée avec des amis, un peu de parfum. Des enfants qui jouent au jardin du Luxembourg. Le droit de ne pas croire en Dieu, de ne pas s'inquiéter des calories, flirter et fumer et profiter du sexe hors mariage, prendre des vacances, lire n'importe quel livre, aller à l'école gratuitement, jouer, rire, se disputer, se moquer des religieux comme des hommes politiques, laisser l'inquiétude sur ce qu'il y a après la vie aux morts. Aucun pays sur Terre ne profite mieux de la vie que les Français. Paris, nous t'aimons, nous pleurons avec toi, pour toi, tu es en deuil ce soir et nous sommes avec toi. Nous savons que tu riras encore, chanteras encore, feras l'amour et guériras, car aimer la vie est ta nature. Les forces des ténèbres reflueront, elles perdent toujours. Les démocraties perdent toujours au début et gagnent toujours à la fin. Ça, vous connaissez ça, vous l'avez lu sur les réseaux sociaux. Et ça, ce n'est pas ma conclusion. Ma conclusion à moi, elle est là. Je vais vous la montrer. J'ai tiré des réseaux sociaux aussi. Moi aussi, je lis. Le général Schwarzkopf, c'est un général américain qui commandait la coalition alliée pendant la première guerre du Golfe. Et il y a un journaliste qui lui posait la question, le pardon est-il envisageable pour ceux qui ont aidé les terroristes ayant perpétré l'attaque contre les États-Unis le 11 septembre? Et là, il répond, je crois que c'est le rôle de Dieu de leur pardonner. Nous, notre boulot, c'est seulement d'organiser la rencontre. J'ai terminé. Bon, ben maintenant, si vous avez 5 minutes, oui, un grand merci déjà. Et puis, ben voilà, c'est ouvert à qui veut poser des questions. Toutes les questions sont les bienvenues. C'est toujours dur pour la première, mais... Allez. Selon vous, est-ce que c'est la violence qui est la meilleure réponse à ce genre de problématique, au terrorisme? C'est pas la seule. Et quelles seraient les autres, du coup? C'est la planche d'avant. D'accord. C'est la planche d'avant. Vous voyez, c'est le sens que je veux dire dans... C'est le sens que je veux dire dans les démocraties. La vraie réponse... Bon, la violence, c'est toujours la solution ultime pour résoudre un problème.
Vous savez ce que le roi de France écrivait sur ses canons? Ultima ratio. Ultima ratio. C'est-à-dire, le dernier recours à la force, c'est mon canon. Donc, il est clair que la violence, ce n'est pas la solution à régler un problème. Mais la question qu'il faut se poser, c'est celui qui utilise la violence, est-il à même de comprendre comme réponse un solutionnement non violent? D'accord? Un conflit, ça se règle toujours par l'entente, la négociation, le contrat. Mais si en face de vous, vous avez quelqu'un qui ne veut pas négocier, si vous êtes dans l'affrontement, la friction de deux volontés, comment vous réglez le problème? Vous savez ce que disait, vous étiez jeune pour avoir connu cette époque, mais nous on l'a connue, même si on n'est pas très vieux quand même. Enfin, au moins la directrice. Moi, c'est une autre chose. Quand il y a eu les événements en Europe dans les années 80 sur l'épisode des missiles, missiles Pershing, SS-20, etc. Il y avait un mouvement dans la société, esprit de défense, on revient toujours là, qui disait, mais ça se discutait, c'était le débat démocratique, plutôt rouge que mort. Hein, tu te rappelles? Plutôt rouge que mort. Voilà. Ça veut dire beaucoup de choses. Et donc vous aviez des mouvements pacifistes, tout à fait estimables, qui disaient non, 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 on ne veut pas la guerre. Ça se comprend. Mais à la limite, on préfère être rouge que mort. Hein, on a bien connu cette période, les mouvements pacifistes, etc. Bon, ça s'est réglé comment? Sans violence. Mais ça s'est réglé par le rapport de force. Moi, j'ai une question plus sur les drones. Je suis là. Oui. Général. Juste là. Plus sur les drones, en fait, vu qu'on va sur la déshumanisation en fait, du conflit, est-ce qu'on ne va pas avoir une perte de motivation? Parce que du coup, en fait, on se sent moins impliqué, parce que finalement, on ne tue personne, et en fait, on va entretuer, entre guillemets, les drones entre eux. Et au final, on va se sentir beaucoup moins concerné. Quand vous connaissez des gens qui sont morts au conflit, forcément, vous vous sentez tout de suite concerné, mais là, on va... Mais c'est ce que je dis, c'est le risque. C'est le risque. C'est le risque. C'est ce que j'ai appelé à un certain moment l'effacement de l'esprit de défense. À partir du moment où, tu as raison, à partir du moment où nos sociétés qui ne veulent pas mourir confient leur défense à des machines, il y a forcément le risque de désincarnation, de déshumanisation, etc. Regardez, interrogez l'histoire. Interrogez l'histoire. L'Empire romain. L'Empire romain. Lorsque l'Empire romain a appuyé sa domination sur ses légions. Vous avez tous lu Astérix, hein? Bon, vous êtes au fait de l'histoire de l'Empire romain, ne serait-ce qu'à travers Astérix. L'Empire romain a construit sa puissance sur ses légions. Dans l'évolution de l'Empire romain, à partir du moment où le Sénat romain, à partir du moment où Rome a confié la défense de ses frontières à des mercenaires, des barbares, c'est-à-dire en grec ceux qui ne parlent pas la langue, qu'est-ce qui s'est passé? À un certain moment, les barbares ont dit bah, attendez, c'est moi qui ai les armes, du coup c'est moi qui vais prendre ta place. Fin de l'Empire romain. On peut voir une analogie avec notre situation. À partir du moment où nos sociétés, l'Empire romain, confie sa défense à des machines, les drones, il est clair que on va vivre l'effacement de l'esprit de défense. Et on va se fragiliser. Alors, la question qui se pose à nous, c'est que si vous êtes, je ne donne pas de nom, hein, quoique, si vous êtes en face d'une vraie réalité, c'est-à-dire d'une réalité qui affirme une volonté et qui n'a pas peur de mourir, qu'est-ce que vous allez faire? Plutôt rouge que mort?
est-ce que l'alternative de nos sociétés, elle est là? Cette question, c'est vous qui allez répondre à cette question. Dans les années qui viennent. C'est ce qu'on appelle l'esprit de défense. C'est ce que j'ai essayé de nommer. C'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui la capacité de résilience. C'est la capacité d'une société à faire face aux menaces, à les surmonter pour garder ses valeurs, les conserver, les faire vivre. C'est ça. On en est là. Alors, c'est clair que quand on a vécu dans une longue période où ces notions-là se sont peu à peu effacées, il est très difficile rapidement de les faire remonter à la mémoire, les faire ressurgir pour les revisiter, les retrouver, se les réapproprier, hein, et les défendre. Voilà. La problématique, elle est là. Oui ? Tiens. Du coup, moi, j'aimerais savoir, parce que pour moi, le pouvoir, il est entre les mains soit des politiques, soit de l'armée pour résoudre le conflit, pour combattre les terroristes. Et j'aimerais savoir en quoi, pour vous, l'esprit de défense et l'union des civils, ça peut aider à combattre le terrorisme. D'abord, le pouvoir n'est pas aux mains des militaires. Déjà, le pouvoir n'est pas aux mains des militaires. Les militaires, l'institution militaire, le soldat dans nos démocraties, c'est l'émanation de la citoyenneté. Il faut le lire comme ça. Hein? On n'est pas dans une dictature, on n'est pas au Chili de Pinochet. On n'est pas dans ce contexte-là. Déjà, comprenez bien que l'outil militaire, on va parler d'outil militaire, elle est au service, non pas d'un pouvoir politique, mais elle est au service de la nation. Et le but de l'outil militaire, c'est de défendre, de vous défendre. C'est comme ça qu'il faut le dire. Alors, bien évidemment que le soldat seul, abandonné, ne va pas gagner. Je vous renvoie à l'Empire romain, aux mercenaires, etc. Si vous abandonnez vos soldats en leur disant « Oh, toi, ton job, c'est de mourir, laisse-moi tranquille, moi, je ne veux pas entendre, tu fais ta vie, moi, je ne veux pas en entendre parler. » Le jour où il n'y aura plus le soldat, vous serez seul. Et qui va vous défendre? Vous? D'accord, pas de problème. Bonne chance. Je vous renvoie à la dernière. Je vous renvoie au dernier slide. En plus, vous serez seul à vous défendre. Ouais. J'ai répondu à votre question? Mais n'oubliez pas, hein, l'outil militaire est au service, pas d'un pouvoir militaire, au service de l'État. C'est une entité désincarnée aussi. Hein. N'oubliez jamais ça. Est-ce que justement tous les rassemblements qu'on a pu voir, que ce soit après janvier ou justement tout ce qui s'est passé après ce vendredi, est-ce que tous ces rassemblements qui avaient pour but justement de dire on est présent, on est là, on pleure nos morts, mais aussi on lutte contre la peur, on va dans la rue, on montre qu'on ne va pas se terrer chez soi, est-ce que c'est pas déjà aussi une démonstration que l'esprit de défense il existe? Peut-être que c'est que 2% de la population française, mais il est présent, quoi. Enfin, il y a des gens il y a des personnes qui sont là et qui disent on va continuer à lutter, quoi. Mais tout à fait. C'est la raison c'est la raison pour laquelle, quand j'ai hier soir essayé d'identifier par un mot la période 2015, j'ai pensé à sursaut. J'aurais pu dire abandon. Hein? C'est sursaut ou abandon. Est-ce que la société civile, on va dire, est-ce que la société dans ce qu'elle a de substrat, dans son essence, est-ce que cette société-là, eh bien, par sa démonstration physique, visible, c'est ce que tu as évoqué, par cette démonstration, elle va affirmer sa volonté du vivre ensemble, de machin, de ne pas avoir peur, etc., etc., etc. Mais il est clair que le soldat a besoin de ça. Ne serait-ce que pour ne pas se sentir seul. Si le soldat se sent seul, il va se mettre dans la peau du mercenaire. La société a délégué
la défense de ses frontières, machin, à des types qui... bon. Non, il faut sortir de cette logique. Il faut ne pas rentrer dans cette logique. Si le soldat ne sait pas que derrière lui, il y a une société dont il est l'émanation, il va devenir un mercenaire. Aujourd'hui, vous avez, pour entrer à Saint-Cyr, à l'école de l'air, à l'école navale, 10 candidats pour une place. Enfin, 15, 20 candidats pour une place. Et pour gagner 1 800 € par mois, hein, vous voyez en courant. Hein. Et des structures comme la DGSE, des structures comme les structures comme la DGSE, je sais que beaucoup de jeunes veulent rentrer dans la DGSE, vous avez 100 candidats pour une place. C'est 2 points, un sursaut. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience de la société. Alors, il serait intéressant, comme disait la directrice, en dehors de la période d'émotion, de compassion, de deuil, de tristesse, il sera intéressant, et je vous demande de l'observer, il sera intéressant de voir comment la société, dont vous êtes l'émanation, les représentants, comment notre société à nous, elle intègre ce drame, comment elle l'avale et comment elle va le travailler pour le rejeter. Quelle forme va prendre la réponse à ce drame dans la société? Soit elle s'écroule moralement. Je vous ai montré par le survol historique que en certaines périodes de l'histoire, la société française, face à un drame, s'est écroulée. Enfin, pas écroulée, mais s'est affaissée moralement. Alors, quelle lecture on va avoir de l'histoire? Quelle lecture vos enfants vont avoir de cette période? Est-ce qu'ils vont caractériser cette période comme un sursaut? Tiens, mes parents, ils ont réagi. Ils ont bien bossé, ils ont réagi. Ou mes parents, ils sont morts de trouille, ils sont affaissés. Et moi, maintenant, du coup, je vis dans la merde, quoi. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Hein? En gros, c'est ça. Oui. Vous parliez juste à l'instant des soldats qui étaient reconnus finalement par la société et qui n'étaient pas des mercenaires finalement. Comment est-ce que par rapport à ça, on peut expliquer la différence entre la France et les États-Unis, où finalement le soldat est un héros, est un symbole là-bas, et notre situation en France? D'une manière générale, je ne sais pas s'il y a des anglo-saxons dans la salle. Des méchants anglais. Il y a des méchants anglais dans la salle? Bon, alors vous êtes pardonnés. Vous êtes pardonnés d'être anglaise. Les sociétés anglo-saxonnes ont un rapport. C'est important ce que je vais vous dire. Parce que ça fait débat dans notre société. Mais on est responsable de ce débat. Hein. On est responsable de ce débat. Les sociétés anglo-saxonnes ont un rapport à la nation, au drapeau, à la notion de patriotisme, qui est, j'allais dire, désidéologisé, imprégné dans les rapports culturels. Nous, dans notre société, mettre un drapeau à votre fenêtre, ça veut dire que vous appartenez au Front National. Mais c'est ça. Qu'est-ce que je voulais que vous le dise? J'ai répondu à votre question. J'ai répondu à votre question. Ça vient du fait qu'on a ce que j'ai caractérisé entre 1945 et aujourd'hui, ce long déclin de l'esprit de défense. Ben, ça se traduit comme ça. C'est-à-dire que ce rapport à la patrie, ce rapport à la nation, ce rapport à la fierté d'être français, petit à petit, c'est devenu quelque chose de secondaire.
je vous renvoie à la citation du général de Gaulle, Société française des veaux avachis, etc., 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 etc. Vous pouvez peut-être vous reconnaître dans cette phrase-là. Je le répète parce que certains n'ont pas entendu. Vous pouvez peut-être vous reconnaître dans cette phrase-là. Hein? Non. Ouf. Vous voyez? Non, mais c'est ça le fond du problème. Mais par culture, par éducation, ces notions de patrie, de drapeau, de nation, d'honneur, de fierté, dans le discours, les anglo-saxons appellent le storytelling. Hein? Ben, il s'est effacé de notre conscient, de notre inconscient. De notre inconscient, c'est effacé. Ça a petit à petit disparu. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que précisément, des gens se sont emparés de ces valeurs pour les pervertir, pour leur donner une connotation qui ne devrait pas être celle que les pays anglo-saxons leur donnent. Quand vous allez au Canada, quand vous allez en Grande-Bretagne, je salue la perfide Albion. Quand vous allez aux États-Unis, au Canada par exemple, parce que les Anglais. Quand vous allez au Canada, quand un soldat canadien meurt au combat, eh bien, il y a une route entre l'aéroport, je ne sais pas, la capitale, qui s'appelle la route des héros. Cette route, elle fait 80 km de long. Et sur 80 km, vous avez des gens qui se mettent au bord de la 4 voies avec des trabeaux et qui applaudissent le véhicule avec le cercueil du soldat. En France, quand on veut faire la même chose et quand je ne vais pas vous faire pleurer quand même, hein, le cercueil traverse le pont de l'Alma pour aller à l'école militaire, vous avez 20 bonhommes sur le pont. 30. Et ce sont des militaires qui quittent leur bureau de la matinée pour être présents sur le pont. Mais vous vous en foutez tous. Vous êtes les premiers coupables de cet état de fait. Parce que c'est vous qui avez fait petit à petit disparaître de vos écrans radars l'esprit de défense. C'est de votre faute. Pas de la mienne, c'est de votre faute. C'est vous les coupables. Ouais. Bien sûr. Mais je ne suis pas sûr d'avoir la vérité. Hein. Défendre cette génération, parce que ça ne vient pas que d'eux, il faut bien le dire. Ça vient effectivement des mouvements 68 ans, qu'on soit pour ou contre, ce n'est pas le problème, et que petit à petit, on a laissé dégrader. Alors, n'essayons pas d'opposer notre jeunesse d'aujourd'hui, qui éventuellement, effectivement, peut-être une notion de nation tout à fait différente, parce qu'il y a l'Internet, etc. Et c'est vrai que je comprends pour vous votre difficulté de parler de cette éthique et de cet esprit de défense. Je le comprends tout à fait. Mais, s'il vous plaît, dites, moi, c'est les générations précédentes, et je m'inclus aussi dedans. Oh, mais... Ah. C'est la réponse que j'attendais. C'est ce que j'appelle le sursaut. Hein? C'est toujours dans la provocation qu'on crée le débat. Non mais, c'était un joke. Hein. Moi j'ai un fils, je l'ai dit assez souvent, j'ai un fils qui a votre âge, hein, et qui s'est battu en Afghanistan, au Mali, au Niger, et qui va peut-être dans un mois partir en Syrie. Donc vous savez, je sais mesurer ce que peut représenter aujourd'hui la jeunesse. Oui, je sais bien. Non mais... Non, je le savais, non mais dans cette affaire, les vrais coupables, c'est pas vous, c'est eux. Donc, je vous dédouane. Mais je vous dédouanerai totalement lorsque vous aurez fait la preuve du sursaut. Hein? On est d'accord? Oui. Oui. Parle fort, parle fort.
général, j'aimerais avoir votre avis sur l'idée de la réinstauration d'un service civique pour un peu compenser la perte du service militaire quelque part, et toujours dans cette idée de sentiment, d'esprit de défense, de sentiment national. Je pense que c'est une connerie. Non, c'est pas une connerie. C'est irréalisable. C'est irréalisable. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, je vous fais observer que lorsque la société française, et là pour le coup on est coupables tous les deux, enfin, vous, quand la société française, quand le pouvoir politique a abandonné la conscription en 1995, pas une personne n'a levé le petit doigt pour dire que c'était une connerie. Tout le monde a applaudi. Il y avait un consensus total dans la société française pour l'abandon de la conscription. Parce que la conscription, à cette époque, c'était vécu quelque chose de con, d'emmerdant, qui servait à rien. Ça servait tellement à rien, puisque un homme sur deux était une femme et qu'il ne faisait pas le service national. Vous avez compris, là, le truc? Donc, c'était profondément inégalitaire. Et vos camarades masculins qui étaient à votre place, ils étaient fous de rage. Parce que pendant qu'ils faisaient les guignols, à faire pompon dans les bois, avec des moyens qu'on n'avait pas, et qui passaient leur temps à balayer les feuilles dans les cours de caserne, eh bien vos camarades féminins, elles passaient leur master, elles vous prenaient 1 an d'avance sur les études. Ben, c'était ça la réalité. Donc, le service militaire, quand il a été abandonné, n'a pas fait l'objet d'une seule défense dans la société française. Alors, pour moi, ça me fait rire quand aujourd'hui, 35 ans après, on s'est aperçu que, mince, on n'a plus d'esprit de défense. Ah, il faut recréer les services militaires. Non, c'est impossible. Le service civil, c'est impossible. D'abord, aujourd'hui, il faut que vous sachiez que les tentatives de mettre en place le service civil, ça ne marche pas. Parce que qui vous voulez? Quelle est la personne qui va aller s'emmerder 10 mois pour 45 € par mois? Non, mais, malade ou quoi? Ça ne marche pas. Ça marche pas. En revanche, là où je suis presque en colère, et là on est en train de s'en apercevoir. Parce que d'ailleurs, dans le monde politique d'aujourd'hui, on est en train de dire ça, c'est une des caractéristiques à la fois des sociétés anglo-saxonnes, de l'Angleterre et des États-Unis, c'est la notion de garde nationale. La notion de garde nationale aux États-Unis et la notion de réserviste en Angleterre. Ça, c'est la force de ces sociétés-là. Parce que nous, on a un outil, on a un fusil à un coup. Je vais vous donner la métaphore, c'est une métaphore, je vais vous l'expliquer. C'est-à-dire que quand vous utilisez vos soldats, comme vous n'en avez pas beaucoup, une fois que vous les avez utilisés, vous n'en avez plus. Donc c'est le fusil à un coup. Quand vous avez des sociétés qui peuvent s'appuyer soit sur une garde nationale, soit sur une réserve, cette société, elle remplacera ces soldats qui sont fatigués par des gardes nationales, par la société en armes, par l'esprit de défense qui fera le job. Et quand vous regardez notre expérience, et quand je disais tout à l'heure qu'un leader, c'est un chef, un vrai leader, un vrai chef, c'est celui qui a une vision. Ce n'est pas celui qui regarde le bout de son nez, c'est celui qui a une vision, c'est celui qui voit loin. Je vais vous donner un chiffre. L'armée de terre, parce qu'en fait, c'est la seule armée qui compte, elle est professionnalisée depuis 2002. Retenez ces chiffres, hein, depuis 2002. Bon, on va dire, allez, 2002, 2015, allez, on va dire 15 ans, allez, 10 ans, ça fera plus simple pour les calculs. 10 ans. Tous les ans, depuis 10 ans, on renvoie à la vie civile entre 6 et 7 000 soldats. Vous me suivez? Ouais, c'est bon? Vous me suivez? C'est un joke. Et on recrute 8 000 soldats. Donc, vous faites 7 000 soldats par an pendant 10 ans. Ce sont des soldats instruits, formés,
entraînés, qui ont une expérience des conflits, puisqu'ils sont allés en Afghanistan, etc. 7 fois 10, ça fait 70 000, je ne me trompe pas. Ça fait 70. C'est 70 000 soldats. Ces 70 000 citoyens, aujourd'hui, sont où? Je pose la question à la société civile. Ils sont où? Ben, c'est le verre d'eau qu'on a versé dans le sable. Ils ne sont plus au service de la société. Or, c'est aujourd'hui qu'on en a besoin. Quand on parle d'esprit de défense, c'est aujourd'hui qu'on devrait voir faire les clowns devant les gares, les vigiles devant les gares. On devrait les voir maintenant. Mais ils sont perdus pour la société parce qu'on n'a pas su créer une garde nationale, une réserve, tout ce que vous voulez, hein, qui puisse justement aider la société aujourd'hui. Imaginez aujourd'hui qu'on soit capable de mettre sur place, sur ce stock, on va parler comme les RH dans l'entreprise, sur ce stock de 70 000 soldats ou anciens soldats, je vais vous en mettre de 20 000, tac, du jour au lendemain. Vous imaginez, on ne serait pas dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Mais on n'a pas su faire ça. On ne sait pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas aujourd'hui, créer une réserve nationale. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette culture. Mais tout simplement pourquoi? Et là, je rejoins le monde des entreprises. Donc vous êtes la pointe de diamant. Dans une entreprise privée, si vous êtes, hop, moi, l'esprit de défense, je sais ce que c'est, j'ai fait un amphi, je me rappelle, il y a 2 ans, avec le général Mazzi, je ne sais plus comment il s'appelait, etc., etc. Bon, l'esprit de défense, ça me parle. Donc, je veux être réserviste. Vous allez voir votre patron, lui dire, hé, moi, je suis réserviste. Ah oui, tu es réserviste, toi? Ça veut dire que dans l'année, je serai absent 20 jours. Ça veut dire que je risque de quitter mon job pendant 15 jours parce qu'il y a un connard qui a fait sauter une bombe et on m'a mobilisé. Le patron il va dire, hey, stop. Tu vas t'absenter 15 jours là? Et comment je fais pour te remplacer, moi? Et moi, je vais te payer pendant 15 jours sans que tu sois dans l'entreprise? Non. Ça ne marche pas. Alors, si tu es réserviste, tu es lourdé. Si tu veux rester, tu n'es pas réserviste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans notre société française, on n'a pas de réserve. On n'a pas de réserve pour cette raison-là. Le jour où le pouvoir politique dira celui qui a un job dans une entreprise privée et qui s'absente pendant 15 jours, c'est l'État qui payera ces 15 jours de salaire. Du coup, le chef d'entreprise va dire « Oh, ben écoute, si je ne te paye pas, à la limite, hop, tu peux. » Mais on n'en est pas là. La vraie volonté politique, c'est ça que j'attends, moi, aujourd'hui. Mais vous allez voir qu'on va y venir. Vous allez voir qu'on va y venir. On le met en place pour les... Mais ça marche. Je suis certain que ça peut marcher. Mais d'abord, c'est du fric. Hein, c'est un coût. Et derrière le fric, derrière le coût, il y a une volonté. Mais ce n'est pas une volonté militaire. Je reprends la question de tout à l'heure de la jeune fille. C'est une volonté politique. C'est tout. Donc, cette réponse-là, elle ne marche pas. Elle me satisfait pas parce que vous verrez qu'elle ne marchera pas. Oui? C'est bon? Une question? Vas-y. Il est parti. Bon, ben je crois que... C'est bon? Allez,